Donc bonsoir à tous, merci d'être présents. J'espère que vous n'avez pas trop chaud derrière vos écrans d'ordinateur. Et merci voilà, d'être là. On va se présenter les unes et les autres, mais l'objet de notre webinaire ce soir, c'était de vous présenter en fait le parcours d'une prise en charge d'un patient qui a un trouble du sommeil, du début de la plainte à tous les professionnels qui vont être concernés au sein d'un parcours qu'on peut décrire dans chaque CPTS de France. Ce parcours a été créé, imaginé et validé en partenariat entre la CPTS de Boulogne, dont nous faisons partie toutes les cinq, et le réseau Morphée, qui est donc un réseau dont je vais vous présenter, que vous devez connaître pour un certain nombre, qui est un réseau Île-de-France avec une diffusion France entière. Donc moi, je suis le docteur Toby, je suis médecin du sommeil, et je suis gériatre et je suis médecin coordonnateur au réseau Morphée. Donc je laisse mes collègues et amis se présenter. Bonjour, allez, je commence. Je suis Julia Baptiste, hypnothérapeute à Boulogne-Billancourt et je suis spécialisée dans l'accompagnement de l'épuisement antérieur et des troubles de sommeil. Coralie, Bonsoir, Coralie Jean. Donc moi je suis gériatre à Boulogne. Elena, Elena Pouvoulaki, j'exerce en tant que sophrologue à Boulogne-Billancourt et je suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adultes aussi sur le sommeil, mais aussi tout ce qui est lié à la gestion du stress. Charlotte, Charlotte Lacarrière, je suis kinésithérapeute à Boulogne et je suis spécialisée en maxillofacial. alors, donc je vais vous présenter en fait notre parcours. Donc, ce document, cet organigramme que vous avez, en fait, correspond à un triptyque c'est la page centrale et qu'on replie en trois, qui a été fait, en fait, pour proposer aux professionnels de santé d'avoir ça dans leur cabinet, avoir un exemplaire qui leur permet de se retrouver. Donc, ce triptyque, vous allez pouvoir le retrouver dès maintenant sur le site de la CPTS de Boulogne. Il est accessible à toute personne, France entière. Euh, et... euh, et après, peut-être qu'il y est déjà, ou il va y être dans les prochains jours, sur le site du réseau Morphée. Donc ça va nous permettre un peu de voir comment on va naviguer et comment, en fait, de symptôme en symptôme, on va pouvoir avancer et vous retrouver et pouvoir peut-être soit prendre en charge votre patient jusqu'à un certain point, soit l'orienter assez rapidement. Donc pour débuter, le réseau Morphée, c'est une association, loi de 1901. On est financé donc par la RS Île-de-France. On a plusieurs missions qui est de sensibilisation et d'information grand public, d'orientation pour les patients qui sont en Île-de-France. On va revenir longuement sur le questionnaire qu'ils remplissent et après, ça fait partie de mes missions de les orienter vers des professionnels de santé membres du réseau, d'appui aux professionnels de santé, dont ce que nous faisons aujourd'hui, de formation par exemple, et on participe aussi à des activités de recherche. Si vous êtes membre, et vous pouvez l'être parce que vous êtes des professionnels de santé, vous pouvez adhérer. Et si vous n'êtes pas professionnel de santé, on commence à mettre en place en fait des membres ressources qui vont pouvoir, des partenaires ressources qui vont pouvoir nous appuyer. Et dans les professionnels de santé, vous avez tout un tas d'outils qui vous sont proposés pour soit monter en compétence dans le sommeil, soit de vous former sur la base. Donc, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et notre site pour avoir plus d'informations. Donc, la première chose, votre patient, en fait, il va avoir une plainte, où que vous soyez dans votre cabinet ou dans les structures dans lesquelles vous exercez. On a proposé dans le deuxième document que vous pouvez avoir, c'est une affiche. Donc, cette petite rectangle que vous avez en plein milieu, c'est une affiche qu'on a fait valider par un ensemble de professionnels spécialisés du réseau Morphée et qu'on vous propose, vous pouvez l'afficher dans vos salles d'attente et ça va vous permettre en fait de pouvoir, le patient va pouvoir parler avec vous de ce qu'il a vu, ce qu'il ressent et ce qu'il n'avait pas forcément mis en évidence. Et avec le QR code, il va être orienté vers le questionnaire ou vous-même, en fait, parce que vous avez fait ce webinaire, vous allez pouvoir savoir comment l'orienter après. Donc, il a une plainte, vous lui proposez de remplir le questionnaire en ligne, soit il le récupère et après, il va voir son médecin traitant, soit
il choisit à la fin du questionnaire d'être orienté par le réseau Morphée qui va, en fonction du questionnaire, en fait, l'orienter vers un médecin ou vers un psychologue, on verra après. Donc, s'il s'agit d'un médecin traitant ou d'un médecin spécialiste vers lequel il va aller, euh, donc Coralie va nous montrer en tant que gériatre en fait comment elle va interagir avec son patient. Merci Catherine. Donc en général, les patients qui ont des troubles du sommeil et qui viennent nous voir en consultation n'ont pas rempli le questionnaire auparavant, n'en connaissant pas l'existence. Voilà. Donc finalement, les différents motifs de consultation, en tout cas les plus fréquents, pour des consultations de gériatrie, mais aussi pour des consultations générales, sont l'asthénie, donc une grosse fatigue avec une altération d'état général, typiquement le je me traîne depuis quelque temps. Il peut y avoir des états dépressifs, j'ai plus le ressort ni l'énergie de faire ce que je faisais auparavant, sans pouvoir vraiment dater, mais ça date, enfin ça remonte à plusieurs semaines ou mois. Et puis certains, pas forcément très âgés, viennent en disant j'ai peur d'avoir une maladie de la mémoire parce que depuis quelque temps j'oublie de plus en plus, j'arrive pas à me concentrer, je me demande si j'ai pas l'Alzheimer. Bon, donc ça c'est les motifs principaux de consultation. On va passer la suite. Donc moi médecin, je reçois ces patients, donc je fais l'équivalent d'une évaluation gériatrique sur des IC, mais qui est en fait le cheminement de prise en charge de toute évaluation médicale. Donc on prend en compte le mode de vie et l'environnement. Y a-t-il eu des facteurs, des nouveaux facteurs, des facteurs de stress, etc. On prend en compte le somatique, les antécédents, les hospitalisations récentes et notamment on recherche tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire. On fait une évaluation cognitive pour objectiver ou non la plainte, donc grâce à des échelles, et idem concernant l'ATIMI, le moral, donc anxiété, échelle d'anxiété et de dépression. Donc ça, c'est vraiment la prise en charge standardisée. Et puis on s'intéresse dans toute cette évaluation globale, on s'intéresse au sommeil. Et la question générale, c'est comment vous dormez. Donc là, dans le cas précis, les patients disent je dors mal. Et donc là, on essaye de leur faire caractériser un petit peu mieux leur sommeil. Donc à quelle heure vous couchez? Est-ce que vous mettez du temps à vous endormir? Après ça, au cours de la nuit, est-ce que vous vous levez pour aller aux toilettes? Combien de fois? Est-ce que vous vous rendormez rapidement? Est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que votre conjoint se plaint de votre agitation de coups de pied ou autre? Est-ce que vous ronflez? La troisième période de la nuit, c'est le réveil. À quelle heure vous vous levez? Est-ce que vous avez mal à la tête quand vous vous levez? Et est-ce que vous vous levez en vous disant d'emblée, ouh là là, je suis crevée. J'ai mal dormi, je suis très fatiguée. Et puis, pour connaître, caractériser un petit peu mieux la qualité du sommeil selon les dires du patient, on lui demande comment se passe sa journée. On a un certain nombre de patients qui nous disent je dors très mal, mais la journée je suis pas du tout fatiguée. Et d'autres qui nous disent dès que je regarde la télé, je m'endors. Je faisais une sieste d'un quart d'heure, mais maintenant je suis obligée d'en faire deux, trois quarts d'heure chacune, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une évaluation très très globale du sommeil qu'on peut faire, mais qui nous donne déjà une idée. À partir de là, on voit on constate donc qu'il y a des troubles du sommeil et on essaye de faire le lien avec la plainte du patient et ce qu'on a pu constater. Est-ce que c'est en lien avec un syndrome dépressif, en sachant que les troubles du sommeil provoquent de la dépression, mais que la dépression peut provoquer des troubles du sommeil? Est-ce que les troubles de la mémoire ont été réellement objectivés par des échelles ou est-ce que c'est un ressenti en lien avec des troubles du sommeil? Et quelles sont les pathologies cardiovasculaires qui pourraient influer sur l'état général et notamment le sommeil de la personne? Donc, soit il y a des troubles du sommeil isolés,
soit il y a des troubles du sommeil qui sont associés à l'un des facteurs cognitifs, pathologie cardiovasculaire, syndrome dépressif, mais dans tous les cas, ce sont des éléments qui nous permettent d'adresser au médecin somnologue. Si on constate que le patient il dit je dors mal, mais que on n'a aucun élément, il se lève pas la nuit, qu'il n'est pas fatigué en journée, etc. Moi, médecin de premier recours, je vais pas dire il a un trouble du sommeil caractérisé. Mais s'il dort mal, il est très fatigué, il a des nuits agitées et que il a du mal à se concentrer et que c'est objectivé, je l'adresse au médecin somnologue. Voilà un peu la première façon d'aborder la plainte du trouble du sommeil au cabinet médical. Merci Coralie, c'était très clair. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on se retrouve en fait sur la suite de comment on va l'orienter. Et donc là, vous allez voir, il y a 4 grands chapitres. La médecine du sommeil, c'est pas quelque chose qui est très compliqué finalement, et on le sépare en fait en 4 parties. Donc tout le parti de l'insomnie, les troubles psychiatriques, les troubles respiratoires et les troubles neurologiques. Donc du coup, voilà, on va aller sur l'insomnie. Donc l'insomnie, c'est quoi? Donc comment on arrive déjà à dormir? On a 3 grands mécanismes en fait qui nous permettent de dormir. Un premier qui est en haut à droite, qui est en fait le, un système de... attendez, je masque ça. Un système en fait où on remplit son réservoir et on le vide. D'accord? Et donc en fait, c'est vraiment une histoire de pile, comme vous imaginez votre pile de téléphone. La journée, on la vide et la nuit, on la remonte. L'autre système, en fait, c'est un système d'horloge. Donc ça, c'est ce que vous avez à gauche, qui est vraiment on a l'horloge centrale en fait dans notre cerveau, qui nous permet en fait, qui est réglée par le soleil, enfin la lumière et par la nuit, qui donne l'ordre à un petit endroit en fait dans le cerveau qui nous permet de fabriquer la mélatonine, qui est le noyau suprachiasmatique. Et à ce moment-là, dès que la lumière est là, paf, la mélatonine s'arrête. Dès que la lumière baisse et s'arrête, du coup là, la mélatonine se met à se fabriquer. Et c'est cette horloge centrale en fait qui va diriger l'ensemble en fait des horloges de notre corps, et on est vraiment un énorme, comme là c'est marqué, on est un ensemble en fait d'horloges qui sont synchronisées tout ensemble avec cette horloge centrale, et on a chaque organe en fait qui fonctionne à un certain rythme, chaque fabrication d'hormones, chaque fabrication de protéines, ça va vraiment à un niveau infinitésimal dans notre corps. Et tout ça en fait c'est synchronisé tous les jours par le fait qu'on a la lumière dans lequel on se réexpose. Donc vous voyez l'importance en fait de la lumière, et à la fois la lumière naturelle, mais l'impact que va avoir aussi la lumière qui n'est pas naturelle, et de nos écrans si on ne les fait pas au bon moment. Le troisième système, c'est le système du flip-flop. Donc c'est vraiment la bascule en fait entre l'éveil et le sommeil. Et donc en fait, naturellement, quand en fait on a sommeil, c'est le sommeil qui est plus fort et l'éveil qui est plus faible, et inversement dans la journée. Et donc ça se fait très naturellement. Et du coup, ça se joue avec des endroits en fait et des centres dans le cerveau spécialisés, mais vous pouvez avoir le système de sommeil qui devient plus fort ou le système d'éveil qui devient plus fort. Et ça, on le voit plutôt, le système d'éveil qui devient plus fort dans l'insomnie, d'où le fait qu'en fait l'éveil commence à déborder dans la nuit. Et cet système d'éveil, il s'augmente et il s'astimule, par exemple, quand on est douloureux chronique, quand on est anxieux, quand on a été traumatisé, qu'on doit rester en hypervigilance ou en hyper-éveil, ou juste des gens, comme un certain nombre d'entre nous qui sommes soignants, qui avons pu faire des gardes ou des nuits, ou être alertés, etc. Et on est en capacité en permanence de s'éveiller quand on veut. Et il y a un moment, on n'arrive plus à rééteindre et refaire ce flip-flop. Donc une fois qu'en fait on a mis ça en place, qu'est-ce que c'est l'insomnie? Eh ben, c'est ce que disait Coralie, c'est une plainte de manque de sommeil la nuit associée à un retentissement la journée. Quelqu'un qui se plaint de ne pas assez dormir la nuit, s'il est en pleine forme, et Coralie a tout à fait raison, en fait, il n'y a pas de problème en fait. C'est le retentissement là de l'insomnie, c'est-à-dire du manque de sommeil, qui fait le problème, mais ça peut être aussi sur une mauvaise qualité de sommeil, on verra après. Et après, on va dire que c'est une insomnie chronique si elle arrive plus de 3 fois par semaine,
et si elle dure depuis plus de 3 mois. Transitoire si c'est moins de 3 mois. Mais ne pas dormir une fois ponctuellement, c'est pas un problème en fait, parce qu'effectivement, on va avoir nos systèmes d'éveil qui vont pas être bien réglés parce que on est très inquiet, on a un examen demain, ou parce que on a été très exposé à la lumière pour X raisons, ou parce qu'on a changé en fait, on a nos horloges qui se sont déréglées parce qu'on a changé de fuseau horaire. On va caractériser l'insomnie après, une fois qu'on a dit comment elle se définissait. En fait, il y a 3 types d'insomnie. Soit l'insomnie où on a des difficultés à s'endormir, soit on a des difficultés à maintenir le sommeil, soit qu'il est vraiment saucissonné, soit il va être saucissonné mais pas beaucoup de fois et on va avoir du mal à se rendormir, soit on va avoir des éveils précoces en fin de nuit. Donc ça, c'est la diapositive qui a été faite par nos collègues Alan Lorion, qui est psychologue et en thérapie cognitivo-comportementale. Donc la prise en charge de l'insomnie, la première indication, ce ne sont pas les médicaments, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Donc ça, c'est ultra publié, validé, etc. On peut les faire de 2 façons, enfin 3 façons, soit en individuel, avec un psychologue comme Alan, ou des, voilà, qui sont formés à la TCC spécialement sur l'insomnie, soit en groupe. Donc ça, il y a un certain nombre de groupes dont on a, nous, au réseau Morphone, on a des groupes pour ça, c'est validé aussi. Et maintenant, on a validé aussi scientifiquement la possibilité de faire par des applications qui, là, pour l'instant, ne sont pas pris en charge, mais il y a quelques applications qui existent sur la TCC Insomnie. Donc la TCC, elle va reprendre un peu tout ce que je viens de vous dire, à la fois la gérer l'hyper-éveil, l'anxiété de performance, parce qu'il y a quand même aussi cette idée de dire, en fait, je n'arrive pas, enfin, je dois dormir et je dois être performant pour dormir. Ce qui est, en fait, c'est comme si vous disiez, je dois être performant pour manger. Dormir, c'est un besoin naturel. Donc, on n'a pas de performance à obtenir, mais il y a cette anxiété-là qui se met en place, des comportements compensatoires qu'on va décrire après et des croyances dysfonctionnelles. Et donc, tout ça va provoquer le fait de rester trop longtemps au lit en se disant, avant, je me couchais à 23h, mais comme il me faut 2 heures pour m'endormir, du coup, je vais me mettre à 21h au lit. Et comme ça, mes 2 heures, à la place de les faire de 23h à 1h, je vais les faire de 21h à 23h. Ça marche pas comme ça parce que, comme je vous disais, la mélatonine, elle se fabrique à une certaine heure. Et la mélatonine, c'est notre porte d'entrée pour entrer dans le sommeil. Donc, en fait, vous pouvez vous coucher 2 heures avant, vous allez donner des mauvais signaux, en fait, de sommeil à votre corps et ça va pas marcher. Surveiller l'heure, faire des siestes, ça va baisser votre pression de sommeil, là, les réservoirs qui se vident et qui se remplissent. Donc, vous dormez un peu plus la journée, du coup, la nuit, vous allez avoir moins besoin de dormir puisque vous aurez rechargé vos batteries dans la nuit. Se forcer à dormir, ça marche pas. Et puis la nuit, on a des ruminations aussi. Donc bref, tout un tas de choses et voir des croyances, des comportements dysfonctionnels et des croyances en fait qui vont faire que vous allez aggraver votre situation. Donc la prise en charge de la TCC, ça repose sur le fait de réassocier le lit au sommeil, c'est-à-dire ça c'est vraiment des conseils à donner à tous vos patients. On est au lit que pour dormir. Si on ne dort pas, on sort du lit. Consolider le sommeil, c'est-à-dire que plus en fait on va leur montrer que rester au lit pour dormir et ne pas y rester, donc ça veut dire que là ils vont avoir plus confiance dans leur sommeil et avoir moins peur de ne pas dormir et ça va améliorer en fait leur fonctionnement la journée et après on va repartir sur un cercle vertueux. Sur quoi ils reposent? Alors sur une analyse fonctionnelle, ça c'est toute personne qui fait de la TCC en fait, c'est voilà leur façon d'analyser la situation. Un agenda de sommeil, ça c'est un outil qui est très indispensable, vous pouvez tous vous en saisir. Vous tapez agenda de sommeil sur le réseau Morphée, il y est, mais il est consultable un peu partout et le patient, ça remplit sur 3 semaines, ça lui permet d'avoir une vision un peu globale de comment il dort et des fois même de faire ça avec quelques conseils. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin et il se corrige tout seul. De la psychoéducation avec ce que je viens de vous dire, recontrôler les stimuli, c'est-à-dire ne pas se coucher quand on ne dort pas, restriction de temps passé au lit, restructurer. Et avec tout ça, en fait, le fait de vivre des choses qui vont être plus positives, le psychologue va travailler sur ces pensées-là pour renforcer ça. Donc, je vais passer la main à Yulia. Merci, Catherine. Alors, moi, dans ce parcours de soins présenté aujourd'hui, mon intervention va se situer principalement auprès des patients dont le sommeil perturbé va être le message du corps qui essaie de s'adapter à un système nerveux sous tension, donc ce que tu disais, Catherine, tout à l'heure. Et la première étape, elle va être de comprendre, donc d'analyser cette partie visible qui sont les symptômes avec lesquels la personne va se présenter et de comprendre ce que ce symptôme cherche à exprimer.
Et donc, dans un premier temps, on va vraiment identifier, euh, c'est la partie cachée de l'iceberg, identifier ces mécanismes inconscients qui se cachent derrière le symptôme. Alors, ça peut être une peur, une émotion qui est restée bloquée, ça peut être une injonction ou un conflit intérieur, ou encore une stratégie de protection comme de l'hypercontrôle, par exemple, qui sont devenus inutiles mais qui restent actifs. Donc ici, le trouble du sommeil nous indique que quelque part dans le système, quelque chose continue à mobiliser de l'énergie. Et avec le temps, le corps progressivement perd sa capacité naturelle à alterner entre la mobilisation et la récupération. Donc le système sympathique et parasympathique. Et le corps, il ne reçoit pas vraiment le message qui peut se reposer entièrement. Donc l'objectif thérapeutique va être ici de restaurer les capacités naturelles de récupération et de repos en travaillant sur ces mécanismes internes qui entretiennent cet état de tension. Il y a quelques contre-indications, donc l'hypnothérapie est contre-indiquée en cas de troubles psychotiques actifs ou des troubles dissociatifs qui ne sont pas stabilisés. Donc je préfère le préciser. On peut passer à la slide suivante. Alors comment l'hypnothérapie agit concrètement? Hop. Contrairement à certaines croyances, l'hypnothérapie ne vise pas à endormir la personne quand elle vient au cabinet pendant la séance. Elle vise plutôt à diminuer cet état d'hypervigilance et de restaurer vraiment les mécanismes naturels d'autorégulation du système nerveux. Donc, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, le système est un processus naturel. Personne n'apprend vraiment à dormir ou personne ne décide volontairement du moment précis où il s'endort. Le sommeil apparaît lorsque certaines conditions physiologiques ou psychiques sont réunies. Il dépend donc majoritairement des mécanismes automatiques, de la même façon que le rythme cardiaque, la respiration ou la digestion. Et lorsque je parle de l'inconscient, je parle justement de cette partie d'automatisme, de là où sont logés ces mécanismes automatiques, où sont logées aussi nos habitudes, nos réactions, tous les apprentissages au long de notre vie. Et c'est là également où ils peuvent loger également les émotions profondes ou les croyances sur le sommeil dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, pour accéder à cette partie inconsciente, on va en hypnothérapie utiliser un état attentionnel particulier qu'on appelle état modifié de conscience ou encore la transe. Ça n'a rien de mystique ou mystérieux, c'est un état, encore une fois, naturel qu'on expérimente plusieurs fois par jour sans forcément nous en rendre compte. C'est un état tout simplement où l'activité analytique va diminuer, où l'attention va devenir plus ouverte aux sensations, aux émotions, aux images mentales, et nous accédons alors plus facilement à cette partie de programme automatique. Donc je ne travaille pas seulement avec la pensée, qu'avec le mental, je travaille avec le corps, ce qu'il ressent, ce qu'il raconte, avec les émotions qui n'ont peut-être jamais trouvé leur place, avec les symboles que le cerveau va produire spontanément, l'inconscient parle beaucoup avec les symboles, et le changement va se produire vraiment quand la même information devient cohérente à tous ces niveaux. Donc la tête comprend, l'émotion s'apaise, le corps se relâche et le système nerveux va cesser de protéger contre un danger qui n'existe plus. Donc c'est vraiment un réalignement qui permet de diminuer la tension psychique et physique, de réactiver les ressources d'autorégulation et de renforcer ce sentiment de sécurité intérieure où on peut vraiment se relâcher. Alors, l'hypnothérapie agit à plusieurs niveaux. Donc, il y a ce niveau mental avec la diminution de l'activité du cortex préfrontal qui est le chef d'orchestre de notre pensée consciente. Donc, c'est lui qui va analyser, anticiper, ruminer, etc. Donc, grâce à l'hypnothérapie, on peut vraiment apprendre à lâcher prise et faire cesser de ces ruminations. Il va faciliter l'endormissement avec l'augmentation des ondes cérébrales alpha et theta, qui sont des ondes de relaxation profonde. Souvent, les insomniaques vont aller se coucher avec les ondes bêta, qui sont les ondes de l'éveil. Et donc là, on va vraiment, grâce à l'hypnothérapie, travailler sur les conditions favorables à l'endormissement grâce à cette relaxation profonde. Ça va agir aussi sur la régulation du système de stress. Donc, l'inconscient va réapprendre
à remettre le système à l'heure, hein, donc on se repose dans la nuit et on est actif dans la journée. Donc on va activer ce système parasympathique et donc c'est le système de récupération. Et il y a la diminution de cortisol qui va suivre. Donc souvent il est assez haut chez les personnes qui sont en tension permanente. L'hypnothérapie va agir également sur la qualité de sommeil, sur cette partie du sommeil lent profond, et là où se fait la régénération, là où se fait la récupération. Donc le sommeil va gagner également en qualité. Donc pour résumer, l'hypnothérapie peut aider à réduire les foyers de tension, psychique ou physique, contribuer au rythme, à restaurer le rythme biologique, stimuler le système parasympathique pour un sommeil récupérateur. En pratique, l'hypnothérapie est une thérapie brève. Quand il existe une cause clairement définie et assez récente, en 3 séances, ça peut se résoudre. Pour des causes chroniques, par exemple avec les stress chroniques ou un conflit intérieur qui est plus complexe à travailler, ça peut aller de 6 à 8 séances, mais ça reste une thérapie courte. Et c'est jamais un protocole standard, c'est toujours sur mesure parce que on adapte forcément déjà à la problématique sous-jacente. On adapte aussi au rythme et à l'histoire de la personne. Et en plus des séances, donc je vais apprendre des exercices d'auto-hypnose qui vont pouvoir ensuite utiliser avant de s'endormir ou pendant leur journée pour pour leur permettre de devenir vraiment autonomes et retrouver les nuits récupératrices. Donc l'hypnothérapie ne remplace pas bien sûr l'évaluation médicale, elle peut vraiment être complémentaire avec des médecins du sommeil, des généralistes ou des psychiatres. Voilà, j'espère que Merci, Mia. j'ai été claire. C'était très bien. Et donc, on Merci. passe la main hop, à Elena, qui, du coup, va nous présenter la place de la sophrologie dans l'insomnie. Merci Catherine. Je suis ravie de vous présenter la sophrologie parce qu'il a toute sa place dans ce parcours sommeil. Déjà par rapport à son efficacité, dans le fait que c'est une technique, c'est une méthode concrète qui agit sur le corps et sur le mental. Et pour bien dormir, quand on veut diminuer le moment de l'endormissement, on a besoin que le corps soit un peu plus relâché et le mental un peu plus apaisé. Alfonso Caicedo qui a inventé cette méthode dans les années 60, c'était un psychiatre. Donc il s'est inspiré de l'hypnose, il s'est inspiré du yoga, il s'est inspiré du zen tibétain, de la psychologie positive. En fait, il a fait un protocole finalement qui peut être adapté à chaque personne. Donc ça peut être des seniors, ça peut être des adultes, mais ça peut être aussi des enfants. Et je vais présenter les 3 techniques qui sont utilisées en sophrologie, parce que j'ai dit, c'est une méthode concrète. C'est quelque chose qui ne nécessite pas de croyances particulières ou d'expériences particulières. Tout d'abord, dans les séances de sophrologie, on va apprendre à respirer. On va apprendre certains exercices de respiration, puisque quand on respire d'une certaine manière, ça fait certaines choses, c'est mécanique, ça fait certaines choses dans notre corps. Si, par exemple, pour le sommeil, on va venir plutôt avoir des exercices pour allonger l'expiration, qui va amener à apporter ce côté détente qu'on a besoin pour juste avant d'aller dormir. Et quand on fait ces exercices de respiration, les personnes commencent déjà à bâiller. Donc voilà, ils voient concrètement ce que ça fait de faire certains exercices. Et puis aussi, on va faire des exercices avec notre corps. Des exercices qu'on va accompagner cette respiration. On va pas juste venir inspirer, expirer. On va le faire à travers des mouvements aussi. On va bouger les bras, les mains, voilà. Ce qui fait que on va accompagner aussi tous les exercices de respiration pour avoir ce relâchement du corps. Donc quand on a les jambes qui bougent, quand on sent de l'agitation dans tout le corps, on va avoir des exercices spécifiques pour le relâchement, pour descendre au niveau de veille. Et puis aussi, on va utiliser la 3e technique qui est la visualisation. La visualisation, c'est imaginer des choses qui nous font du bien. Par exemple, on va imaginer un lieu aux ressources,
hein, où les personnes se sentent bien, se sentent en sécurité. On peut imaginer que ce soit la montagne, si on a envie de retrouver plus de fraîcheur, si on a imaginé la mer, la plage, qu'on va associer aussi à la respiration et du coup, ce qui fait que la personne va pouvoir retrouver un apaisement mental. On peut imaginer aussi des boîtes à soucis dans lesquelles on va mettre tous les soucis de la journée, un nuage, voilà. Donc, on va vraiment adapter chaque exercice, que ce soit les visualisations, les exercices de relâchement, et on adapte les exercices par rapport aux capacités physiques des personnes. C'est-à-dire que si la mal a un bras ou au dos, donc on va venir faire d'autres exercices pour adapter à son objectif et à ses conditions physiques. Donc, comment ça se passe concrètement en sciences de sophrologie? Eh bien, il y a 3-4 exercices de respiration, relâchement. Et ensuite, il y a un exercice de visualisation sur qu'on adapte. La visualisation, donc, c'est les personnes suivent ma voix. C'est un peu comme une histoire que je leur raconte pour justement apporter cet apaisement mental. Et on passe d'abord par le corps parce que c'est plus facile de retrouver cet apaisement mental. C'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent dire, moi, je sais pas méditer, ou il y a certaines choses qui marchent pas sur moi. Alors qu'en sophrologie, le fait de passer par le corps, ça vient finalement augmenter ses capacités, ses chances de retrouver cet apaisement mental. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, très bien. Et par rapport à l'insomnie, donc qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, par rapport à l'insomnie, on va venir avec les exercices qu'on va apprendre, on va venir activer le système parasympathique par la respiration. La respiration, c'est quelque chose qu'on a toujours sur nous. Bon, on n'a pas besoin de se lever pour aller la chercher. En étant allongé, on l'a toujours avec nous. Et surtout, la respiration, c'est la seule fonction vitale sur laquelle on a le contrôle. Hein, par exemple, lorsqu'on pense à quelque chose qui nous stresse, une réunion du lendemain, quelque chose qu'on a pu dire dans la journée, lorsqu'on est dans ces ruminations, eh bien notre respiration, elle va venir se modifier de façon automatique. Hein, et lorsqu'on a dans sa boîte à outils des exercices de contrôle de respiration, ça permet de reprendre finalement le contrôle de sa respiration pour pouvoir respirer de façon régulière et calme, ce qui envoie aussi des signaux à notre cerveau que tout va bien. Voilà, il n'y a aucun animal qui me court derrière, je suis dans mon lit, c'est mon moment pour récupérer. Et puis aussi sur donc on peut garder encore la slide. Ça a un impact aussi sur les ondes cérébrales, puisque dans chaque séance de sophrologie, on va venir chercher cet état sophroliminal qui est entre la veille et le sommeil. D'ailleurs, les personnes pendant la séance, elles font des petits allers-retours comme ça dans le sommeil. Donc, elles ressortent, on va, puis parfois elles entendent ma voix, parfois elles n'entendent plus. Et donc, du coup, on va venir finalement activer cette capacité naturelle qu'on a de bien dormir. Et peu importe si ça fait 5 ans, si ça fait 30 ans que la personne, elle ne dort pas, le fait de venir réactiver cette capacité lui permettra justement d'atteindre son objectif par rapport, si c'est pour les réveils nocturnes ou si c'est pour diminuer la période d'endormissement. Et surtout, à travers ces exercices, on va venir se conditionner. Hein, la sophrologie n'est pas quelque chose de magique. Hein, la personne qui fait les exercices, elle doit être active. C'est pas comme on va le faire avec les médicaments, je prends quelque chose et puis c'est le médicament qui fait quelque chose pour moi. Non, en sophrologie, on apprend les exercices et c'est la personne qui doit les faire justement pour conditionner son cerveau pour aller plus rapidement dans le sommeil. D'ailleurs, ce que je leur explique, c'est que par rapport à leur fonctionnement, c'est un peu, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, je leur dis, votre fonctionnement actuel, c'est un peu comme une autoroute. C'est-à-dire que c'est un chemin qui a été pris beaucoup de temps. Il y a eu une répétition. Hein, c'est-à-dire que, comme l'avait dit aussi Catherine, quand on parle d'insomnie, il faut qu'il y ait quand même 3 mois. Voilà, il y a une certaine répétition dans le temps. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est on va réapprendre à prendre un autre chemin. Et plus on va l'emprunter, plus ça va laisser des traces mnésiques au niveau de notre cerveau et ça va être plus facile de l'emprunter aussi. C'est pour ça qu'entre les séances, je leur demande de mettre en place ces exercices qu'on a vus ensemble et au moment de l'endormissement. Mais pas que, parce qu'on va avoir aussi des exercices qu'ils peuvent faire dans la journée, entre 2 réunions, au moment du réveil, parce que quand on arrive
avec des grosses valises le soir, je dirais que parfois c'est un peu trop tard, parce qu'une bonne nuit de sommeil commence dès le matin, avec la lumière, avec le fait de se mettre en mouvement, et plus on a des petits moments où on va souffler en conscience, plus on va alléger ses valises pour le soir. Donc, on peut passer à la suivante slide sur les. Hop. Donc, si je dois résumer, c'est la sophrologie finalement, c'est une boîte à outils qu'on va venir adapter. On va faire plusieurs séances. Pour les adultes, pour les enfants, c'est 3 à 4 séances. Pour le sommeil, pour les adultes, on est entre 8 à 10 séances pour justement essayer des différents exercices, essayer des choses qui leur parlent, des images qui leur parlent pour que ça soit plus efficace pour eux. Donc ça a un impact sur l'endormissement, mais aussi les réveils nocturnes et puis surtout la récupération physique et mentale. Alors, je suis encore. Hop. Non, je n'arrive pas à répondre au chat en même temps. Donc, du coup, là, vous avez vu l'insomnie chronique. Donc, première vraiment grosse information, c'est que ça ne se traite pas avec un médicament quand c'est chronique. Quand c'est aigu, effectivement, soit à la pharmacie, soit le médecin traitant peut prescrire quelque chose, mais quand c'est chronique, non. Donc, leur première intention, c'est la thérapie cognitivo-comportementale et en pré ou en parallèle, la gestion de l'hyper-éveil, comme on vient de vous le montrer. Si une fois qu'on a fait ça, en fait, ça ne fonctionne pas, ou pas assez, à ce moment-là, on peut proposer un traitement. Donc là, après, on va dans les recommandations, suivant l'âge, etc. Il y a plusieurs types de traitements. Ah, pardon. Donc, l'autre grosse pathologie, en fait, et le gros pourvoyeur, en fait, des troubles du sommeil, c'est les pathologies psychiatriques. Donc, autant le trouble anxieux, et là, on vient de vous en parler longuement, parce qu'en fait, souvent, mais pas systématiquement, l'insomnie est associée à un trouble anxieux, mais aussi la dépression. La dépression, c'est vraiment la première cause d'un trouble de sommeil. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Quelqu'un qui va se plaindre de son sommeil, en premier, il faudra en fait rechercher s'il y a une dépression. Et donc Coralie vous l'a montré en tant que gériatre, parce que les gériatres on le fait. Il y avait une petite question d'ailleurs sur le fait qu'on était étonné d'être deux gériatres. C'est juste que je suis gériatre au réseau Morphée et qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres médecins qui sont plus orientés enfants. Enfin, on a chacun notre spécialité. Voilà, mais on n'est pas spécialisé sur la gériatrie au réseau Morphée. On fait de tout. Mais en gériatrie, on cherche beaucoup ça. Mais euh, tout âge confondu, il faut chercher aussi un trouble dépressif. Donc pour ça, il y a des échelles. Dans le questionnaire, il y a une échelle de la dépression. Et soit en première intention, le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui s'en occupe peut proposer un traitement, ou il faudra orienter vers un psychiatre si on ne sait pas faire, ou si la première ligne de traitement n'est pas efficace. Avec éventuellement une prise en charge avec un psychologue clinicien pas forcément spécialisé sur le sommeil, puisque là, le but, c'est de traiter en fait le trouble anxieux ou dépressif. Donc, il faut vraiment voir que il faudra le traiter, que ça peut montrer des formes très étonnantes. Et si une fois qu'en fait c'est traité et que vous pensez qu'il reste encore des troubles du sommeil, il faut à ce moment-là proposer une prise en charge en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, un trouble dépressif avec une insomnie, on va faire une TCC insomnie et traiter le trouble dépressif. D'accord? Donc ça, c'est important parce qu'on sait qu'en fait, de traiter les deux ensemble, c'est plus efficace. Et après, on peut avoir en plus, une fois le symptôme, enfin la dépression traitée, garder une insomnie. Et ça, on sait que ça va être un facteur de risque de rechute dépressive s'il y a un trouble du sommeil qui perdure. Voilà. Donc, une fois qu'en fait on a vu ces deux choses-là, on va aller vers les troubles respiratoires. Que, en fait, là, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est l'apnée du sommeil. Donc, qui c'est qui s'occupe des apnées du sommeil? Ce sont soit les pneumologues, soit les ORL, soit le médecin du sommeil.
Ces trois spécialités s'en occupent. Dans les médecins du sommeil, on peut avoir beaucoup de spécialités. Il peut y avoir, moi, vous voyez, je suis gériatre, mais je m'occupe de patients qui ont 18 ans et qui ont un trouble de sommeil. On est formé, en fait, à voir tous les âges. Donc, il y en a certains qui vont faire peut-être un peu plus des enfants parce qu'ils sont pédiatres ou ont été médecins généralistes ou d'autres spécialités sur lesquelles ils sont plus à l'aise. Voilà. Mais, donc, on peut être formé de différentes façons. Mais l'apnée du sommeil, en premier, reste une pathologie ORL. On pense au pneumologue d'entrée parce qu'en fait, un des traitements qu'on va voir, en fait, est une technique très maîtrisée par les pneumologues, mais ce n'est pas un problème respiratoire, c'est un problème des voies aériennes, on va le voir après. Donc, il va falloir qu'on fasse un examen et puis après, suivant ce qu'on fera, on verra le traitement. Donc déjà, à quoi correspond l'apnée du sommeil? Comment on va en parler? Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est souvent des symptômes de la journée qui vont être rapportés et pas des symptômes forcément de la nuit en dehors du ronflement ou une respiration bruyante ou le fait que la personne, le conjoint ou la personne à côté vont dire qu'ils ont constaté qu'il y a des apnées. Il va y avoir, et le dernier symptôme la nuit qui est très important aussi, c'est le fait de se lever la nuit plus de 2 fois. Ça, c'est vraiment caractéristique et bon, c'est ultra publié, mais moi je vous dis dans mon quotidien, quand je vois ça et des fois je n'ai que ça, quelqu'un qui vous dit je lève 2-3 fois par nuit pour aller aux toilettes, je dis rien, mais je sais très bien qu'une fois que je les aurai enregistrés, ça sera forcément positif. Et ça, c'est un gros levier pour le traitement parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dérangeant et dès que vous traitez, ça s'arrête et ça se remet à 0 ou à 1. Donc, dans la journée, ils vont être fatigués, somnolents, ce qui est différent. Hein. Fatigués, c'est vraiment cette lenteur, cette lourdeur qu'on a à se bouger, ce que décrivait tout à l'heure Coralie. Et la somnolence, on n'est pas forcément fatigué, mais on s'assoit, poum, on pique du nez. Donc ça, il faut arriver à leur faire décrire et vous avez, pareil, dans le questionnaire du réseau Morphée, vous allez avoir l'échelle de somnolence et l'enjeu, en fait, on va voir après de la somnolence et les conséquences que ça va avoir. Donc ils peuvent avoir aussi des plaintes de problèmes de concentration, des maux de tête, des troubles du rythme et toutes les pathologies cardiovasculaires, mais qui sont les conséquences, en fait, de l'apnée. Donc juste, c'est très fréquent. Hein. Jeune, c'est entre 10 à 15%. Plus de 75 ans, c'est 25%. Donc vous en avez forcément autour de vous et dans vos patients, etc. Et pourquoi on va les traiter? Parce que finalement, pourquoi c'est traité et surtout pourquoi c'est pris en charge? Parce que le traitement, il est remboursé par l'assurance maladie. Parce qu'en fait, il va y avoir des complications, des grosses complications cardiovasculaires. Donc là, vous les émettez tous, hein, infarctus, AVC, hypertension, troubles du rythme, cholestérol, diabète, et voilà. D'autres aussi, donc là c'est un peu la poule et de l'œuf, dépression et apnée du sommeil, donc très étroitement liés. Il y a des études qui ont montré que si on enregistre un panel de gens qui ont une dépression, la moitié vont avoir des apnées. Alors que vous avez vu, en population générale, c'est plus 10-15%. Donc du coup, c'est aussi parce qu'en fait, ils vont avoir un mauvais sommeil qui va pas être récupérateur et ça va favoriser sur un surcharge de travail, un problème familial, etc. Paf, l'apparition d'une dépression. L'autre grande chose, et que j'ai un peu éludé tout à l'heure, c'est le fait qu'en fait la somnolence va être un risque d'accident. Alors d'accident de la route, mais aussi d'accident ménager. C'est-à-dire qu'en fait le trouble de la concentration va être plus pourvoyeur d'accidents, de laisser on va se brûler, on va faire tomber quelque chose, on peut tomber de l'échelle, etc. Donc ça c'est vraiment hyper important et qui fait qu'en fait vous pouvez mettre en arrêt maladie un conducteur professionnel, c'est urgent avant de le traiter et qu'on prouve que son traitement est efficace. Et puis après, c'est cherché systématiquement par les réanimateurs parce que ça peut être aussi une complication dans l'ordre d'anesthésie. Donc il y a deux types d'apnée. Donc je disais essentiellement c'est obstructif, c'est-à-dire qu'en fait c'est les voies aériennes supérieures qui se bloquent, la langue part en arrière, vous pouvez avoir des grosses amygdales ou un cou court, ou la musculature aussi qui devient plus molle avec l'âge, en particulier avec la ménopause, d'où le fait que ça augmente en fait avec l'âge, et donc du coup l'air ne passe plus. Deuxième possibilité sont les apnées centrales et donc là la gorge reste pleinement ouverte mais c'est la commande en fait soit cérébrale soit cardiaque qui dit à la cage thoracique de faire le mouvement de pomper l'air ne se fait plus. Le diagnostic se fera avec, il y a deux types d'examens, des polygraphies ventilatoires, donc là on regarde que
la respiration au niveau du nez et avec des ceintures au niveau thorax et abdomen, avec un saturomètre pour voir l'oxygène au bout du doigt, et puis la fréquence cardiaque. Là, on ne saura pas si la personne dort ou pas. Donc quelqu'un qui est insomniaque ou qui dort pas bien, etc. Ça, on ne fait ça que quelqu'un qui vous dit je me couche, je m'endors et je me réveille à 8 heures et j'ai fait ma nuit complète. Parce qu'on ne saura pas s'il dort ou s'il dort pas. Parce que ça va modifier en fait l'interprétation. L'autre enregistrement qui est plus complet, c'est la même chose que le premier, plus un électroencéphalogramme qui va nous permettre de savoir si la personne est réveillée ou endormie et quel type de sommeil il fait et si le sommeil est réparateur. Ces deux examens-là se font en ambulatoire ou en hospitalier. Le premier, on donne l'appareil au patient et il va savoir se le mettre tout seul. Le deuxième, il faudra qu'un technicien, soit à domicile, soit au cabinet du médecin, pose l'appareil et on prend à peu près 3/4 d'heure pour le poser. Maintenant, comment on va traiter ça? Donc, plusieurs solutions et ça dépendra un peu du nombre d'apnées. Le nombre d'apnées, tout le monde en fait, on tolère jusqu'à 5 apnées par heure. Entre plus de 5, ça devient léger, plus de 15, c'est modéré, plus de 30, c'est sévère. Donc entre 15 et 30, en dessous de 15, on va pas traiter ou voilà, ou des choses plus simples, mais entre 15 et 30, là, on va voir si la personne est très symptomatique, comme je le disais là, on va proposer un traitement. Si la personne se plaint de rien et on l'a enregistré au décours d'un problème, par exemple, d'hypertension, le cardiologue a fait ça, a trouvé ça, ben, on va pas pouvoir le traiter, c'est pas indiqué de le traiter. Donc en premier, un des facteurs quand même, c'est le poids. Donc il y a des mesures hygiéno-diététiques pour tout le monde. Après, Charlotte va nous parler de la kiné qui peut nous améliorer à différents stades. Après, on peut avoir des traitements positionnels parce que certaines personnes ont des apnées que sur le dos. Donc à ce moment-là, on va leur mettre une ceinture qui va leur permettre de ne rester que sur le côté. Et après, les deux grands traitements des apnées, c'est les orthèses d'avancée mandibulaire qui sont faites sur mesure. Donc, c'est des espèces de petites gouttières qui vont permettre d'avancer la mâchoire en avant et de libérer l'arrière de la gorge qui se bloque, comme j'expliquais tout à l'heure. Et enfin, c'est donc le masque, hein, comme on dit, ou donc la ventilation par pression positive continue, qui envoie de l'air en fait de façon continue, et qui va permettre, par le fait juste, comme si vous avez un ballon qui se ferme, vous soufflez dedans, ça rouvre. Donc c'est exactement le même système. Et donc ça permet de contrôler 100% des apnées. Donc l'orthèse, on va le mettre sur des apnées entre 15 et 30. La machine, on va le mettre à plus de 30 ou, dans des cas particuliers, sur des apnées modérées. Donc là, je passe la main à Charlotte qui va nous expliquer la place de la kiné dans la prise en charge de l'apnée. Charlotte, tu es avec nous? Pardon, le micro. Bonsoir. Donc, en kinésithérapie, nous, on va surtout s'attaquer à la rééducation de la langue. Parce qu'en fait, elle va être le déterminant d'une bonne respiration nasale pendant la nuit. Donc, ce qu'il faut savoir déjà au départ, c'est que au repos, comme à la déglutition, notre langue, en tout cas le tiers antérieur, doit s'appuyer au palais, là où on prononce le L. Déjà, vous pouvez tous le faire pour vérifier. C'est ce qui va garantir une respiration nasale avec sans effort, en fait, passive. Souvent, chez les patients qui sont apnéiste ou ronfleur ou très fatigué, il va y avoir une langue basse qui va être contre les dents du bas et qui va du coup être volumineuse et entraîner une obstruction mécanique des voies aériennes. Euh, donc déjà, on va essayer je vous en parlerai après. En sommeil profond, quand un patient a une langue basse, lorsqu'il va y avoir un relâchement des muscles masticateurs, il va y avoir une chute de la mandibule. Donc le patient va se mettre à respirer de façon buccale. Ça va majorer les ronflements, majorer les apnées. Et surtout, chez les patients qui ont des machines de PPC, ça va entraîner des fuites qui vont être souvent une grosse cause d'abandon de la machine parce que le patient va trouver ça très désagréable, le fait que la machine fuit, fasse du bruit et éventuellement sonne. En kiné, on s'attaque aussi aux muscles dilatateurs du pharynx, qui sont en fait des muscles qui, chez les patients qui font de l'apnée, ont perdu du tonus, sont plus fatigables pendant le sommeil, donc vont moins bien
garantir l'ouverture des voies aériennes. Et c'est un trait que la machine va compenser, mais va pas pouvoir corriger. Donc voilà, je vous ai remis un petit schéma. Vous voyez dans la langue basse, le schéma en rouge, on voit bien que la langue qui est trop volumineuse va venir écraser la voie aérienne, alors que la langue au palais va venir dégager l'arrière de la gorge et donc permettre un meilleur passage du flux d'air. Donc si en fait, chez les patients qui font de l'apnée en général, il y a une langue basse qui va entraîner une respiration buccale, du coup ronflement, apnée, fatigue et toutes les conséquences de l'apnée. Donc en kiné, est-ce que je peux avoir l'autre slide? Donc on va agir de 3 façons différentes. Alors d'abord sur le schéma corporel. Donc l'idée, ça va être de changer ce schéma en automatisant la position de la langue au palais. Il faut à la fois une automatisation au repos, mais aussi à la déglutition, parce que si la langue est corrigée au repos, mais qu'à chaque fois que le patient déglutit, elle redescend, le cerveau va pas comprendre. Donc on le reconditionne à tout mettre au palais. Pour ça, on va renforcer la partie mobile de la langue. On va tonifier. Elle va être du coup plus étroite et va avoir les moyens de tenir au palais. Et on va aussi renforcer la base de la langue parce que c'est cette partie-là qui va permettre d'ouvrir le pharynx et d'avoir un meilleur passage de l'air, mais qui va aussi donner un meilleur appui à la partie mobile de la langue. Et donc, ça va aider, ça va donner les moyens à la langue de bien tenir au palais. Qu'est-ce qu'on voit comme bénéfice avec la kiné? Donc déjà, chez les petits apnéistes, on peut avoir une diminution du nombre d'apnées. Des ronflements parce que les patients vont du coup se mettre à dormir la bouche fermée ils vont être du coup moins fatigués. Donc ça marche que chez les petits apnéistes et les fatigués, on va dire. Ça va aider à tolérer la PPC et les orthèses, parce que souvent aussi, quand on met des orthèses, si la langue est trop volumineuse, en fait, le patient se sent complètement obstrué parce qu'il a déjà l'orthèse qui est volumineuse plus sa langue, donc il n'y a plus rien qui passe. Voilà. Ce qui est bon, si vous devez motiver vos patients à venir nous voir, c'est une rééducation qui est rapide. En général, en 3-4 séances, si le patient est motivé, en 3-4 séances réparties sur 1 mois et demi, 2 mois, la rééducation est finie. Donc, eux, ils vont en tirer des bénéfices par rapport à leur fatigue, par rapport au ronflement. Souvent, c'est le conjoint qui est content parce que il y a moins de bruit, et ils vont souvent mieux tolérer leur machine ou leurs orthèses. C'est une kiné que vous pouvez déjà lancer même chez des ronfleurs, ceux qui se plaignent juste de fatigue et de ronflement. Faut pas forcément attendre qu'ils aient développé des apnées. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'était parfait. Merci Charlotte. Alors, hop, on va passer. Donc là, vous voyez, l'enjeu, il est surtout, donc il y a la partie vraiment des apnées légers, etc. Comme je disais, que cela, on va pas leur proposer forcément grand-chose, mais c'est important quand même de leur proposer de la kiné parce que diminuer, améliorer la musculature ça permettra peut-être que la situation dans 10 ans ne s'aggrave pas. Mais c'est aussi la tolérance et l'amélioration de la prise en charge de la machine. Ça, vous êtes nombreux à avoir des patients qui ont des machines où vous allez être un peu dépourvus. Normalement, c'est au médecin qui s'occupe de ça pour le faire. Mais ça vous empêche pas de leur parler. Vous savez maintenant que ça existe et de leur dire, vous savez, peut-être qu'avec la kiné, ça vous aidera. Dans les autres choses, en fait, qu'on peut proposer, donc si j'arrive à passer mes diapos, parce que ça reste... Voilà. On peut proposer aussi un accompagnement avec de la sophrologie pour apprendre à respirer avec la machine. Donc là, je passe la main à Elena. Merci, Cathy. Alors, en sophrologie, on va venir travailler sur l'adhésion du patient pour utiliser la machine. Parce qu'il y a dans ce parcours, parfois, donc il y a beaucoup de ressources qui sont mises en place, du temps aussi pour les rendez-vous, pour faire le diagnostic, pour faire le réglage du matériel. Et puis, au final, certains patients vont pas utiliser la machine. Et
il y a différentes raisons, hein, donc ça fait des fuites, ça fait du bruit. Il y a cette sensation d'être enfermé dans quelque chose. Et en sophrologie, on va venir justement travailler sur tous les croyances qui peuvent entourer cette machine. C'est-à-dire qu'on va aller sur là, on va apprivoiser d'abord l'objet. C'est-à-dire que s'il y a eu un diagnostic, s'il y a une machine qui a été prescrite, c'est que elle est nécessaire par rapport à sa santé, par rapport à la récupération, par rapport à son sommeil. Et donc du coup, on va à travers les métaphores, avec les images, on va transformer finalement cette machine comme quelque chose d'un allié pour sa santé. Et du coup, les personnes ensuite, elles comprennent pourquoi, et puis du coup, elles sont plus motivées aussi à le prendre en voyage, à l'utiliser. Et puis aussi, on va travailler sur bien évidemment, comme en sophrologie, on travaille sur la respiration, sur le souffle, pour justement synchroniser avec l'air qui est envoyé. Parce que parfois, il y en a certains qui vont dire, ça me réveille à chaque fois que j'ai un envoi d'air ou c'est trop froid. Donc, on va venir travailler sur la respiration pour synchroniser avec la machine, et pas être dérangé finalement quand il y a de l'air qui est envoyé. On va travailler aussi sur cette sensation d'enfermement, hein, finalement pour pouvoir garder toute la nuit le masque. Donc ça va être sur que cette machine, ça lui envoie. Finalement, on va la transformer, non pas quelque chose qui enferme, mais plutôt quelque chose qui redonne de la liberté, en fait, on va venir finalement à apporter tout ce que cette machine apporte par rapport à la santé, par rapport à ce que la liberté va avoir dans la journée, par rapport à la récupération. Donc voilà, on va venir travailler finalement sur les croyances et sur les sensations qui vont accompagner. Et du coup, sur les personnes, elles adhèrent beaucoup plus facilement par la suite. Alors là, on a fait le tour du coup de l'apnée. Donc ça, vous voyez, la prise en charge, en fait, elle va être de façon coordonnée avec autour du médecin qui prend en charge l'apnée, mais avec beaucoup de professionnels, en fait, qui vont être là autour. Et à la fois autant de professionnels médicaux, parce que par exemple, moi qui suis médecin du sommeil, je vais l'envoyer voir l'ORL parce que je veux aller vérifier qu'il n'y a pas des amygdales ou une obstruction qui vont peut-être gêner la prise en charge ou être responsable de ça. Allez voir le cardiologue parce que les conséquences, vous avez vu, cardiologiques sont quand même énormes. S'il y a une apnée qui est sévère et que le patient n'est pas suivi par un cardiologue, je vais l'envoyer voir un cardiologue, ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment pluridisciplinaire et avec les paramédicaux qui vont pouvoir aider. Il y avait une question, Charlotte, sur le fait de savoir quelle formation en tant que kiné on pouvait faire pour être formé à ça. Est-ce que tu peux répondre immédiatement? Alors, il y a des formations courtes en ligne ou en présentiel dans des instituts de formation, rééducation maxillofaciale, ou alors il y a un DU qui est présent à Montpellier et à Bordeaux, où là, ça prend un an. Donc, soit des formations sur 2 jours, plus succinctes, soit vraiment le DU sur un an. Voilà. Et si par contre vous cherchez des ressources, enfin il y a un syndicat OMS. de kiné orofacial avec une carte interactive qui est très intéressante. Du coup, vous pouvez trouver donc tous les kinés qui en font ne sont pas là-dessus, mais un certain nombre y sont avec des diplômes validés et vous pouvez aller les chercher en fait. Donc vous tapez syndicat kinésithérapeute. Ouais, Silk OMF, voilà, c'est ça. SILKOMF. Elle Vous m'a dit trouverez sexy, c'est voilà. tous ceux qui ont fait le DU. Ceux Voilà, qui ont donc fait des formations plus courtes seront pas dessus. et puis il y avait une dernière question aussi sur les applications, mais là ça remontait pour l'insomnie. Donc il y a Hello Better et Terrasomnia qui sont deux validées. Il y en a une en cours de validation à la Riboisière, mais qui est pas encore finalisée. Donc pour finir, hop, voilà. Donc les troubles neurologiques. Alors, je
vais essayer de fermer ça, mais alors c'est un peu compliqué, je vais le faire de tête. Donc, il y a plusieurs pathologies neurologiques dans la pathologie du sommeil. Pour passer très vite, mais les hypersomnies comme la narcolepsie, c'est hyper rare, c'est 2%. Là, je vous en parle même pas. En gros, quelqu'un qui dort, il va aller consulter au bon endroit. Les parasomnies, c'est le somnambulisme, ça, c'est pas une pathologie. Et après, des parasomnies qui arrivent en fin de vie, ça aussi, c'est très spécialisé. Mais voilà. Ce dont je voulais vraiment vous parler, qui est très fréquent et pas pris en charge, c'est les impatiences, le syndrome de jambes sans repos. Par exemple, le syndrome de jambes sans repos, c'est le fait d'avoir des gênes, des picotements, des agacements, des brûlures, mais ça ne fait pas mal, ça agace, ça arrive vraiment plutôt le soir et surtout au repos, et ça s'améliore quand on marche. Donc c'est pour ça le sans repos, c'est pas que ça vous laisse pas tranquille, c'est pas que votre jambe ne bouge pas toute seule, d'accord? Et ça c'est quand même alors 4%, mais c'est assez sous-estimé, c'est probablement plus. Ça peut être associé à certaines pathologies, voilà, mais c'est souvent assez isolé. Et du coup, on ne sait pas très bien quoi en faire parce qu'on sait que c'est pas bien grave, mais les patients peuvent être très gênés et en particulier, qu'est-ce que ça va provoquer? De l'insomnie pour s'endormir. Mais après, ça peut avoir un impact social qui est majeur en fait, parce qu'ils vont éviter d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, parce qu'à peine ils restent coincés, ils sont en train de s'agacer. Et ça peut même commencer des fois dans la journée. Donc ça évolue, ça peut commencer jeune, ça peut même commencer enfant. C'est souvent, par exemple, comorbide des troubles d'hyperactivité attentionnelle, par exemple. Et ça va s'aggraver avec le temps. L'aggravation, elle est dans l'intensité et dans l'heure d'arrivée. Mais pas que ça va être grave, en fait, à part que ça va provoquer de l'insomnie et de l'inconfort. Ça peut être associé à des mouvements de jambes, c'est-à-dire en fait des coups de pied dans la nuit. Donc ça, c'est la version de quand on dort. Là, la jambe, elle bouge toute seule, mais on ne s'en rend pas compte. La conséquence de ça, c'est que ça peut en fait provoquer des réveils. Et dans les causes, en fait, à quoi c'est dû? C'est en premier, en fait, c'est un problème de dysfonction du transporteur de la dopamine. C'est pas un manque de dopamine, c'est un problème du transporteur, en fait, qui va pas bien fonctionner. Et une des choses qui les fait dysfonctionner, c'est le manque de fer et de zinc. Et en particulier le fer. Donc, vous allez voir que tous ceux qui vont avoir une hémorragie, par exemple, d'une chirurgie ou des règles abondantes, etc., ils vont avoir une aggravation de leurs impatiences, voire une révélation parce que c'était quelque chose qui était à minima et ça ressort. Et rien que déjà de doser le fer, donc ça, quand vous êtes médecin, vous pouvez le prescrire, il faut que la ferritine elle soit supérieure à 75, donc c'est pas du tout les normes qu'on a au laboratoire pour gérer une anémie, c'est vraiment beaucoup plus haut, il faut pas hésiter vraiment à monter 75, voire un peu plus à 100 pour certains, et vous allez tout régler en fait de leurs impatiences. Donc c'est assez magique, ils en reviennent pas, hein. Après, si vraiment ça passe pas, en première intention, c'est les GABAergiques. En deuxième intention, maintenant, ça a été rétrogradé, c'est les dopaminergiques, comme le Cifrol, qui était beaucoup donné, mais maintenant, il y a des complications avec, donc on préfère le mettre en deuxième intention. Et ponctuellement, quand voilà, je vais aller au restaurant, on peut prendre la codéine si ça ne fait pas dormir, etc. Voilà, donc pour rester dans les temps, je suis passée un peu vite. Donc, pour vous dire que ce document-là, vous allez le retrouver. Vous avez la présentation sur ce QR code qui va vous permettre d'avoir voilà, la présentation. On va avoir aussi le webinaire a été enregistré. Vous allez pouvoir l'avoir en diffusion après. On va le mettre sur le site de la CPTS de Boulogne et de Réseau Morphée. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc ce document que vous voyez de parcours, c'est un triptyque que vous pouvez télécharger sur le site de la CPTS de Boulogne et du réseau Morphée, avec également la fiche qui est en haut à gauche que vous pouvez mettre dans vos cabinets. Si vous voulez créer un parcours sommeil ou si vous savez dans vos CPTS des gens qui en ont besoin, qu'ils n'hésitent pas à contacter le réseau Morphée, à ce moment-là je me mettrai en lien avec eux. Et voilà, nous on a essayé de vous montrer en fait notre travail qu'on a fait depuis 2 ans avec certains qui ne sont pas là autour de la table parce qu'effectivement les ressources en sommeil sont assez faibles et souvent ben là vous voyez on a la chance d'avoir une sophrologue, une hypnothérapeute mais qui sont plus nombreuses dans notre groupe et c'est souvent vous ce type de professionnel qui avez les patients en premier parce qu'ils vous trouvent peut-être plus facilement que nous médecins du sommeil qui sommes assez cachés
parce qu'on est assez débordé. Donc maintenant, vous savez où vous situez, vous savez voilà, le cadre dans lequel vous pouvez exercer et du coup, comment après réussir à réorienter vos patients. Et donc de ne pas hésiter, on a la chance d'être en Île-de-France, d'orienter vos patients vers le QR code de la... je vais arrêter le partage, vers le QR code du questionnaire. Après, ils peuvent trouver le questionnaire directement sur le site du réseau Morphée. Et si vous n'avez pas de ressources, et ben à ce moment-là, c'est nous qui les trouverons par l'ensemble du réseau qu'on a de membres. On a 400 membres partout en France et 250 sur l'Île-de-France. Voilà. Je crois qu'il y a Est-ce quelques questions, Catherine. Alors, merci, c'était très clair, super intéressant, merci. Est-ce que le syndrome de jambes sans repos provoque aussi des contractures musculaires et des crampes? Non. C'est vraiment des agacements, une lourdeur. Ça peut être confondu à une insuffisance veineuse, par exemple, ou à des neuropathies de diabétiques. Voilà, donc c'est ça le diagnostic différentiel, mais pas des crampes. Les crampes, il faut chercher d'autres choses, et les crampes, c'est souvent nocturne, mais c'est pas une pathologie du sommeil. Alors, prise de sang avec le HOMA est intéressant. Vérifier la résistance à l'insuline. Merci, Eve. Oui, ça c'est plutôt dans le cadre dans le diagnostic différentiel. J'imagine que c'est plutôt pour ça. Après, je vous ai mis le bilan hein, parce qu'effectivement, on va aller regarder les autres causes hein, dans la prise de sang qu'il faudra faire dont la thyroïde, le rein, parce qu'un surrénal est souvent associé aussi à des impatiences. Est-ce que les ressources locales non situées sur le 92 sont trouvables sur le réseau Morphée? Alors, le réseau Morphée, il est sur toute l'île de France. On a une adresse 92, mais c'est sur toute l'île de France. Les membres, vous ne pouvez pas accéder à la liste des membres. Vous pouvez être membre, France entière, dom-tom compris, mais vous ne pouvez pas avoir cherché où je vais, comme par exemple pour le site des kinés dont je parlais. Donc ça passe par le fait que le patient remplit le questionnaire, nous demande une orientation et à ce moment-là, c'est nous qui jugeons de savoir si c'est plus pertinent de l'envoyer chez un médecin, quel type de médecin, chez le médecin généraliste, voilà, ou faire un psychologue et lequel, etc. Voilà, on a mis donc Sophie, donc la CPTS de Boulogne vous a mis plusieurs liens. Donc le lien pour le syndicat des kinés, pour et pour aussi les liens sur le triptyque et voilà et le site du réseau Morphée. Ça j'ai répondu. Et vous n'évoquez pas l'orthophonie pour la prise en charge, c'est exprès. Alors, non, c'est pas exprès, c'est que la kiné est validée, mais effectivement, il y a des orthophonistes qui s'occupent aussi de la rééducation. Voilà, oui, oui. Donc ça, je n'ai pas exclu les orthophonistes. Après, Il y a nous, juste, oui, si je vas-y. peux juste intervenir 2 secondes, c'est pas du tout une concurrence, hein. C'est que souvent les gens nous disent qu'ils viennent nous voir parce qu'en fait, les cabinets d'orthophonie sont archi pleins, archi débordés par des prises en charge très longues et du coup, ont pas toujours la facilité pour les glisser dans leur planning. Voilà, c'est pas du tout. Et puis Mais après, effectivement, les deux spécialités rééduquent la langue, il y a aucun souci, hein. voilà. Et puis, il faut trouver l'orthophoniste qui le fait. Parce que tous les orthophonistes ne font pas ça, comme tous les kinés ne le font pas d'ailleurs, hein. Oui. Voilà, et ben écoutez, 20h07, je pense qu'on a... Ah, glaucome, oui, alors il y avait une dernière question. Certains types de glaucome évocateurs d'un sas, tout à fait. Donc pour des ophtalmos ou autres personnes qui s'occupent des problèmes d'ophtalmo, oui, théoriquement, il faudrait aller le chercher. Après, une fois... Alors, je suis pas ophtalmo, hein, mais une fois l'apnée bien traitée, c'est pas toujours évident de refaire enfin, régresser le glaucome. Mais par contre, effectivement, ça peut être un facteur qui aggrave les choses quand un glaucome s'aggrave rapidement. Donc, ça reste effectivement une comorbidité, enfin une complication importante. Et pourriez-vous réafficher le QR code? Alors, oui, je vous le réaffiche. Hop, voilà. Alors, je suis ortho et j'envoie très régulièrement mes jeunes patients vers des kinés. Car sinon, 2 ans d'attente, voilà.
Merci beaucoup. Voilà. Bon, on a parlé de façon générale, on est plutôt adulte, on n'est pas trop enfant là, mais on pourra. Voilà. Bon, eh bien écoutez, attendez, on trouve, où trouve-t-on le CERFA pour la demande de PAM en cas de contre-indication à la PPC? De prise en charge des orthèses, c'est ça? J'imagine que c'est ça. Euh, alors, pour la prise en charge des orthèses et de la PPC, maintenant, il n'y a plus de CERFA, c'est tout se fait en ligne. Si vous n'êtes pas, si vous êtes en libéral, ça se fait en ligne sur le site de l'assurance maladie. Quand vous mettez la carte vitale du patient et que vous la lisez, en même temps que vous avez bon transport, arrêt maladie, etc., vous avez la prescription de la PPC et de l'orthèse à ce niveau-là. Si vous êtes dans un établissement de santé, pour l'instant, c'est pas accessible, donc effectivement, il faut refaire le CERFA. Euh, voilà. Où on le trouve, bah, souvent dans le logiciel, on les a. Mais maintenant, c'est vrai que j'en fais plus beaucoup. Moi, c'est soit dans mon logiciel parce que je suis dans un hôpital, donc c'est dans l'hôpital, ils ont le logiciel, ils ont le CERFA inclus dedans, soit je suis en ville et à ce moment-là, je le fais sur le site d'assurance maladie. Merci beaucoup. Bon, voilà, je pense que c'est bon. Ben voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être restés tous ensemble. Et puis voilà, vous pourrez nous retrouver sur LinkedIn et sur les actualités du réseau Morphée. On fait très souvent des webinaires grand public et pour les professionnels de santé. Et vous pouvez adhérer même si vous ne faites pas de sommeil pour juste être informé de toutes les actualités qu'on fait et toutes les actions qu'on fait. Merci à toutes les quatre et merci à la CPTS de Boulogne de nous avoir suivis Merci, jusqu'à Catherine. tard. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.